La pluie s'abattait sur Paris comme une malédiction divine, transformant les pavés luisants de la place de la Concorde en un miroir brisé. Maël descendit de la limousine noire, son parapluie inutile face à la tempête intérieure qui le dévorait, 15 ans d'exil aux États-Unis, et voilà qu'il revenait, non pas en triomphateur, mais en fantôme hanté par des regrets. « Tu n'es plus mon fils », avait craché son père ce soir-là, 15 ans plus tôt, en le jetant dehors comme un chien galeux, pour la seule faute d'aimer un homme, un Martin, son premier, son unique amour, dont le nom résonnait encore dans ses rêves comme un écho douloureux. Maël serra les poings, ignorant les gouttes qui ruisselaient sur son visage buriné par les années de succès impitoyables à New York. À 42 ans, il était devenu ce que le monde appelait un milliardaire visionnaire, fondateur d'une empire tech qui connectait les âmes solitaires via des algorithmes impitoyables, ironie du sort pour un homme qui avait fui l'amour pour survivre. Mais ce retour en France n'était pas un caprice, une lettre anonyme, glissée dans sa boîte aux lettres de Manhattan, l'avait sommé de revenir. La vérité que tu ignores changera tout, y lisait-on, signé d'une initiale tremblante, monsieur son cœur s'était arrêté net. Martin? Impossible. Martin était mort, lui avait-on dit, emporté par une overdose fictive, un mensonge pieux pour étouffer le scandale familial. Il traversa la place, son manteau de cachemire italien flottant comme une cape de super-héros déchu. Les lumières des Champs-Élysées scintillaient au loin, mais pour Maël, Paris n'était plus la ville des amours éternels, c'était un champ de mines émotionnelles, où chaque coin de rue ravivait le fantôme de leur jeunesse volée. Ils s'étaient aimés en secret, à l'abri des regards de la haute bourgeoisie lyonnaise d'où Maël était issu. Martin, fils d'un ouvrier viticole, avait été son professeur d'art à l'université, un homme de 30 ans aux yeux verts perçants et aux mains calleuses qui sculptaient non seulement l'argile, mais aussi l'âme fragile d'un étudiant de 19 ans. Leur première nuit, dans l'atelier poussiéreux surplombant la Saône, avait été un feu d'artifice, corps entrelacés sous la lune, murmure de promesses éternelles. « Je te suivrai n'importe où », avait juré Martin, ses lèvres effleurant la peau de Maël comme une caresse interdite. Mais le scandale avait éclaté comme une bombe. Un voisin zélé avait surpris leurs étreintes, et la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre dans les salons guindés de Lyon. Le père de Maël, magnate de l'industrie pharmaceutique, avait convoqué une réunion familiale qui s'était muée en tribunal. « C'est une abomination. Tu salis notre nom », avait tonné l'homme, veine saillante sur son front ridé. La mère, effondrée dans son fauteuil Louis XV, n'avait pas moufté, ses yeux fuyants trahissant une résignation atavique. Martin avait été le bouc émissaire, accusé d'abus sur mineurs, il avait été viré de l'université, sa vie professionnelle anéantie. Maël, quant à lui, avait été expédié aux États-Unis avec un billet d'avion et une mallette pleine de billets, accompagné d'une menace claire, « Ne reviens jamais, ou je te détruis ». 15 ans. Maël avait reconstruit sa vie de zéro à Brooklyn, dans les bars gays underground où l'anonymat était roi. Il avait gravi les échelons, transformant sa douleur en code binaire, créant une app qui matchait les cœurs brisés avec une précision chirurgicale. Succès financier colossal, mais vide sidéral. Des amants éphémères, des nuits solitaires face à la skyline de Manhattan, et toujours, ce tatouage discret sur son poignet gauche, un M entrelacé d'un cœur fissuré, vestige de leur amour maudit. Et maintenant, cette lettre. Était-ce un piège? Une hallucination née de sa solitude? Il est là un taxi sous la pluie, direction le Marais, le quartier gai de Paris où tout avait commencé lors d'un été étouffant. Le chauffeur, un quinquagénaire bourru, le toisa dans le rétroviseur. Américain? Vous revenez pour affaires ou pour le cœur? Maël esquissa un sourire amer. Pour les deux, peut-être. Le trajet fut un tourbillon de souvenirs, les ruelles étroites où ils s'embrassaient à la sauvette, les cafés enfumés où Martin lisait des vers de Rimbaud à voix haute, sa voix rauque faisant vibrer l'air comme une symphonie interdite. Maël ferma les yeux, et l'odeur de la Seine se mêla à celle de la terre mouillée, ravivant le fantôme. Arrivé au cœur du Marais, il descendit devant un immeuble haussmannien au volet mi-clos. L'adresse de la lettre, un atelier d'artiste au 3e étage. Son pouce accéléra alors qu'il gravissait les escaliers craquants, chaque marche un pas vers l'inconnu. La porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe, et là, dans l'encadrement, se tenait un homme aux traits burinés par le temps, cheveux poivre et sel, yeux verts encore plus intenses qu'autrefois. Martin. Vivant. Respirant. Maël, murmura-t-il d'une voix brisée, comme si prononcer ce nom rouvrait une plaie ancienne. Tu es venu. Dieu merci, tu es venu. Maël chancela, le monde basculant en un instant. Les murs de l'atelier semblèrent se refermer, chargés de toiles inachevées et d'odeurs de térébenthine.
Martin l'attira à l'intérieur, refermant la porte sur la tempête extérieure, mais une autre rageait déjà en lui, celle des années perdues, des mensonges accumulés. « Comment? Comment es-tu vivant » balbutia Maël, sa voix un filet ténue. Martin s'effondra dans un fauteuil usé, le visage dans les mains. « Je ne le suis pas vraiment. Pas depuis que tu es parti. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, une vérité qui nous lie encore plus que notre amour. » Et tandis que la pluie martelait les vitres, Martin commença à parler, dévidant un fil de secret qui allait tout démêler et tout détruire. Les mots de Martin coulaient comme un vin âpre, révélant d'abord les détails crus de sa survie. Après l'expulsion, il avait sombré, alcool, nuit blanche, un suicide raté qu'il avait laissé avec des cicatrices sur les avant-bras, visibles sous les manches retroussées de sa chemise en lin froissé. La famille de Maël avait payé pour le faire taire, un chèque substantiel en échange d'un départ discret vers le sud de la France, où il s'était terré dans un village provençal, enseignant l'art à des enfants oubliés. « Ton père m'a offert le silence contre l'oubli », confia-t-il, les yeux rivés au sol. « Mais je n'ai jamais pu t'oublier, Maël. Pas une seconde. » Maël arpentait l'atelier, touchant du bout des doigts les sculptures abstraites des torses entrelacés, des cœurs brisés en bronze. Chaque pièce hurlait leur histoire, la passion, la perte, la résilience. « Pourquoi cette lettre maintenant ? Pourquoi après tout ce temps » demanda-t-il, la voix tremblante de colère contenue. Martin se leva, approchant avec une lenteur de prédateur blessé. Il était plus massif qu'autrefois, les épaules larges forgées par des années de labeur manuel, mais son regard portait la même vulnérabilité qui avait fait chavirer Maël jadis. « Parce que la vérité ne peut plus attendre. Ton père est mourant, Maël. Cancer. Et sur son lit de mort, il m'a appelé. Pas pour se repentir, oh non, cet homme est de pierre. Pour me supplier de te tenir éloigné. Mais j'ai refusé. J'ai décidé de te dire la vérité, tu as un fils. » Le monde s'effondra en un clin d'œil. Maël s'agrippa au bord d'une table, le souffle court, tandis que Martin poursuivait, implacable. 15 ans plus tôt, juste avant le scandale, ils avaient été imprudents lors d'une escapade à Deauville. Un moment de tendresse absolue, où Martin avait murmuré des promesses d'avenir. Mais la réalité les avait rattrapés, Martin avait été approché par un couple homosexuel fortuné, désespéré pour un enfant. Via une gestation pour autrui clandestine ou illégale à l'époque en France, Martin avait donné son sperme. Et Maël, dans l'ignorance, avait été le père symbolique, leur lien scellé par un contrat secret que la famille avait enterré. L'enfant, un garçon nommé Lucas, âgé de 16 ans maintenant, avait été élevé par ses parents adoptifs à Paris. Mais ils étaient morts dans un accident de voiture l'année précédente, et la tutelle était revenue à la famille de Maël. Ton père l'a pris sous son aile, pour sauver les apparences. Mais Lucas sait. Il sait qui tu es. Et il te cherche. Maël sentit une nausée monter, mélange de joie perverse et de terreur pure. Un fils ? Leur fils ? L'idée était à la fois sublime et monstrueuse, un pont entre passé et futur forgé dans le mensonge. Pourquoi ne m'avoir rien dit, siffla-t-il, les larmes se mêlant à la pluie qui gouttait de ses cheveux. Martin s'approcha, posant une main sur son épaule. Ce contact électrique, après tant d'années, fit jaillir des étincelles dans l'air confiné. Parce que je t'aimais trop pour te traîner dans cette boue. Ton père m'a menacé, si je parlais, il te ruinerait pour de bon. J'ai choisi le silence pour te protéger. Mais maintenant, avec sa mort imminente, Lucas est en danger. Il vit avec tes parents, et ils essaient de l'endoctriner. De le guérir de ce qu'ils appellent ton héritage maudit et point. La nuit s'étira en confession fiévreuse. Martin montra des photos jaunies, Lucas, un adolescent aux yeux verts de son père, aux traits fins hérités de Maël. Des lettres qu'il avait écrites en secret, des dessins d'enfants représentant un papa fantôme aux États-Unis. Maël pleura pour la première fois depuis des décennies, son empire de fer fondant sous l'assaut des émotions. Ils se rapprochèrent, corps hésitants au début, puis affamés, un baiser sous la lumière tamisée de l'atelier, salé de larmes et de regrets, qui ralluma le feu ancien. Martin murmura contre sa peau, « Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Tu es mon unique vérité. » Mais au cœur de cette rédemption naissante, une ombre planait, la famille de Maël, ce nid de vipères, ne lâcherait pas Lucas sans combat. Le milliardaire exilé venait de plonger dans une guerre qu'il n'avait pas anticipée ou une bataille pour l'amour, le sang, et l'âme même de Paris. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un ciel plombé, comme si la ville elle-même retenait son souffle face au drame qui se nouait.
Maël quitta l'atelier de Martin à l'aube, son corps encore imprégné de l'odeur musquée de leur nuit partagée ou une redécouverte physique et émotionnelle, où chaque caresse effaçait un peu plus les cicatrices du temps. Mais la tendresse céda vite la place à l'urgence, il devait voir Lucas, affronter le passé pour embrasser ce futur inattendu. Martin l'avait équipé d'une adresse, une école privée dans le 16e arrondissement, bastion des élites parisiennes où les fils de famille comme la sienne étaient forgés à coups de latin et de répression. Dans le taxi qui filait le long de la Seine, Maël composa le numéro de son assistante à New York, une voix froide et efficace qui gérait son empire en son absence. Annule tout. Je reste à Paris au moins une semaine. Elle protesta mollement une fusion tech à Los Angeles en suspens, mais il coupa court. Pour la première fois, l'argent n'était plus son armure, il était son arme. Il transféra des fonds vers un compte anonyme pour Martin, au cas où, et envoya un bouquet de roses blanches à l'atelier, un geste romantique, presque puéril, qui fit sourire Martin quand il le reçut plus tard. L'école se dressa devant lui comme une forteresse, grilles forgées, uniformes impeccables, et un air de non-dit qui empestait l'hypocrisie bourgeoise. Maël, en jeans slim et chemise Oxford, un compromis entre son style new-yorkais et l'élégance française, se présenta à l'administration comme un oncle éloigné. Le mensonge glissa comme de l'huile, son charisme magnétique désarmant la secrétaire aux lunettes pincées. Lucas Moreau? Oui, il est en cours de philosophie. Mais vous n'êtes pas sur la liste des autorisés. Maël glissa une carte de visite, ornée de son logo tech scintillant. Dites-lui que son oncle américain veut lui parler d'un projet d'études aux États-Unis. Immédiatement. Attendant dans un couloir lambrissé, il observa les portraits d'anciens élèves, des visages figés dans la suffisance, dont le sien aurait dû figurer, jadis. 15 ans plus tôt, il fuyait ces murs étouffants, un sac sur l'épaule et le cœur en miettes. Aujourd'hui, il revenait en conquérant, mais avec une vulnérabilité nouvelle. Lucas apparut enfin, escorté par un professeur suspicieux, 16 ans, grand pour son âge, avec les cheveux châtains en bataille de Martin et les pommettes hautes de Maël. Ses yeux verts balayèrent la pièce, s'arrêtant sur l'intrus avec une curiosité méfiante. « Vous êtes qui, exactement » Maël se leva, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Quelqu'un qui devrait avoir été là depuis le début. « Je m'appelle Maël. Et toi, tu es mon fils. » Les mots tombèrent comme une sentence, et le visage de Lucas se ferma, un mélange de choc et de rage juvénile. « C'est une blague ? Ma grand-mère m'a dit que vous étiez un mytho, un type qui s'est barré pour de l'argent. » Le professeur intervint, mais Maël l'ignora, tendant une photo au sel de l'atelier, où Martin et lui posaient, jeunes et amoureux, sous un olivier provençal. « Regarde. Et pose-moi toutes les questions que tu veux. Mais pas ici. » Ils sortirent dans le parc adjacent, un havre de chêne centenaire où les feuilles automnales craquaient sous leurs pas. Lucas marchait raide, les poings enfoncés dans les poches de son blazer. « Ok, supposons que ce soit vrai. Pourquoi maintenant? Et c'est quoi, cette histoire avec Martin? Il m'a écrit des lettres, tu sais. Des trucs sur l'amour au-delà des normes. Ma grand-mère les a brûlés. » Maël s'arrêta net, une vague de nausée le submergeant. Sa mère, cette femme aux perles et au silence complice, avait osé? Ils t'ont menti sur tout. Sur moi, sur ton origine. Martin. Il est ton vrai père. Et moi, je suis celui qui t'a conçu dans l'amour, pas dans un labo froid. La conversation s'emballa, Lucas déversa des années de confusion, de thérapie réparatrice imposée par ses grands-parents, de nuit à googler Père Gay disparu. Maël écouta, le cœur serré, partageant ses propres cicatrices à l'exil, les nuits solitaires, l'empire bâti sur la solitude. Pour la première fois, il parla de la lettre anonyme, de la rédemption naissante avec Martin. Lucas, sous son masque d'adolescent rebelle, craqua, « J'ai toujours su que j'étais différent. Aux US, c'est ok d'être gay, non? Ici, c'est comme si on me forçait à être straight pour honorer la famille. » Maël l'étreignit alors, un hug maladroit mais sincère, père et fils unis dans la brume automnale. « Viens avec moi. Chez Martin. On va tout arranger. » Mais l'euphorie fut de courte durée. À peine avait-il regagné le marais que le téléphone de Maël sonna, numéro masqué, voix familière et glaciale. Son père. « Rentre à la maison, fils. Immédiatement. Ou je fais de la vie de ce gamin un enfer. » La menace était claire, imprégnée de l'autorité d'un mourant qui refusait de lâcher prise. Maël raccrocha, tremblant, et Martin,
qui les attendait avec un repas simple aux baguettes, fromage, vin rouge, lut l'orage dans ses yeux. Ils savent déjà. Ton retour a fuité. Les journaux People Yankees en ont parlé, le tycoon gay rentre au bercail au point. Effectivement, un tabloïd français avait titré « Scandale Renaissance, le milliardaire exilé défie son passé ». Ce soir-là, autour de la table bancale de l'atelier, les trois hommes formèrent un trio improbable, père biologique, père génétique, et fils au milieu. Martin raconta des anecdotes tendres comment il avait suivi la carrière de Maël de loin, fier en secret, Lucas rit pour la première fois, dessinant un croquis hâtif 2-3 sous un arc-en-ciel. Mais sous la surface, la tension montait. Maël sentait le piège se refermer, son père, affaibli mais rusé, préparait un coup. Une confrontation inévitable. Demain, on va à Lyon, décida-t-il. Affronter le monstre ensemble. Martin posa sa main sur la sienne, un geste d'amour muet. Pas sans moi. Cette fois, on se bat à trois. La nuit les enveloppa dans une bulle fragile. Maël et Martin s'aimèrent à nouveau, corps nus sur le lit étroit, tandis que Lucas dormait dans la pièce voisine. C'était une reconquête, lèvres affamées, mains exploratrices, murmures de « je t'aime » qui effaçaient les années. Mais au matin, un coup à la porte brisa l'illusion. Deux hommes en costume sombre, avocats de la famille. Monsieur de Beaumont, nous venons pour l'enfant. Ordre du tribunal. Allégation d'instabilité familiale. Lucas blêmit, agrippant le bras de Maël. Le milliardaire se dressa, une fureur froide l'envahissant. Over my dead body. La guerre venait de commencer, et Paris, témoin muet, assistait à la chute des masques. Tandis que les avocats repartaient bredouilles, Maël avait déjà mobilisé ses propres légions juridiques transatlantiques, le trio s'entassa dans la limousine de Maël, direction Lyon. Le TGV aurait été plus rapide, mais Maël voulait le temps, pour lier les liens, pour préparer la bataille. La route serpenta à travers la Bourgogne, vignoble rougissant sous le soleil pâle. Martin, au volant, jetait des regards tendres à Lucas sur la banquette arrière, où il scrollait des profils TikTok de jeunes gays parisiens. « C'est cool, les US pour ça ?» demanda l'ado. Maël hocha la tête. « C'est un début. Mais l'amour vrai, ça transcende les frontières. » À Lyon, la maison familiale se profila comme un mausolée, villa néoclassique sur les collines de Fourvière, avec vue sur la confluence du Rhône et de la Saône ou Ironie, deux fleuves unis, comme trois. La mère de Maël les accueillit sur le seuil, pâle et défaite, perles serrées dans sa main tremblante. « Il t'attend. Mais Lucas reste avec moi. » Maël ignora l'injonction, poussant son fils à l'intérieur. Le père gisait dans un lit à baldaquin, tube et moniteur bipant comme un compte à rebours. Ses yeux, autrefois d'acier, étaient voilés par la morphine. « Tu oses revenir ? Avec ces aberrations ?» La confrontation fut un ouragan verbal. Maël déversa des années de rancœur, l'exil, les mensonges, la destruction de Martin. « Tu m'as volé ma vie pour protéger ton ego. Et maintenant, tu veux Lucas ? Pour en faire un clone de ta bigoterie ?» Le vieil homme ricana, un son rauque. « Je t'ai sauvé, ingrat. Sans moi, tu serais un clochard. Et cet enfant, il est de mon sang. Pas de cette sodomie. » Martin s'avança, voix calme mais tranchante, « Il est de notre sang à tous. Et vous l'avez brisé, comme vous nous avez brisé. » Lucas, muet jusque-là, explosa, « Grand-père, arrête. J'aime les garçons. Et j'aime mes pères. Point. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le père de Maël, épuisé, ferma les yeux. « Partez. Mais sachez, le testament est prêt. Tout va à Lucas. Si tu le corromps. » La menace flotta, inachevée. Ils fuirent la villa, air vicié des regrets, pour un hôtel anonyme en ville. Là, dans une suite avec vue sur les lumières de Lyon, ils célébrèrent leur survie, dîner improvisé, rire forcé, et pour Maël et Martin, une nuit d'amour passionné où les corps se fondirent en une danse de guérison. Mais au matin, un appel, les avocats du père contre-attaquaient, alléguant l'influence néfaste. Le milliardaire jura, « Ils veulent la guerre ? Ils l'auront. » Les jours suivants furent un tourbillon de fureur légale et de tendresse volée, Paris redevenant le théâtre d'une tragédie moderne. Maël, habitué aux batailles de boardroom new-yorkaises, déploya son arsenal, cabinet d'avocats parisiens triés sur le volet, expert en droit familial qui disséquait les contrats obscurs de gestation d'il y a 16 ans.
Martin, de son côté, ravivait ses réseaux d'artistes underground de galeristes gays, activistes LGBTQ+, qui organisaient des sit-ins discrets devant le tribunal. Lucas, ce jeune pont entre deux mondes, oscillait entre effroi et excitation, il découvrait un père charismatique, un autre protecteur, et une ville qui, sous la surface guindée, bouillonnait de liberté. Mais le conflit s'envenimait. La presse s'empara de l'affaire, titrant « Le milliardaire gay et son héritier secret, bataille pour l'âme de la France ». Des paparazzis campèrent devant l'atelier, flash crépitant comme des coups de feu. Maël, protégeant Lucas, l'envoya en cour avec un garde du corps à un ancien marine américain, taillé comme un roc. « C'est temporaire, fiston. Bientôt, on sera libre. » Lucas hocha la tête, mais ses nuits étaient hantées par des cauchemars, sa grand-mère, murmurant des prières exorcistes à son oreille. Un après-midi, lors d'une pause dans un café du Marais le Procope, vestige du 18e avec ses murs chargés d'histoire, Martin et Maël se retrouvèrent seuls. Lucas était à un entraînement de foot, sport imposé par la famille pour faire un homme de lui. La terrasse ombragée bruissait de conversations chuchotées, un couple d'amants âgés se tenait la main sous la table, rappel poignant de leur propre futur possible. Martin sirota son espresso, ses doigts effleurant ceux de Maël. « Tu sais, j'ai sculpté ton absence pendant des années. Des statues de vide, devant qui emporte l'amour. » Maël serra sa main, le regard perdu dans les reflets de la fontaine voisine. « Et moi, j'ai codé des algorithmes pour combler le trou que tu as laissé. Mais rien ne vaut ça, nous, ici, vivants. » Leur conversation dévia vers l'avenir, déménager à New York. Ou rester en France, défier les vents contraires? Martin hésita. « J'ai peur pour Lucas. Ton père. Il est malin, même mourant. » Comme pour conjurer le sort, Maël commanda une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, vin de leur jeunesse volée. Ils trinquèrent à l'amour rebelle, et sous la table, leurs genoux se touchèrent à un contact banal, mais chargé d'électricité. Ce soir-là, de retour à l'atelier, ils firent l'amour avec une urgence nouvelle, corps enlacés sur le tapis persan usé, tandis que la ville ronronnait dehors. « Promets-moi qu'on s'en sortira, » murmura Martin, son souffle chaud contre le cou de Maël. « Je le jure sur notre fils. » Mais la trahison frappa comme un coup de poignard. Le lendemain, lors d'une audience préliminaire au palais de justice, la mère de Maël témoigna. Pas en leur faveur, non, elle pleura devant le juge, un homme aux lunettes sévères, jurant que Maël était instable, influencé par des vices américains, et que Martin était un prédateur repenti. Pire, elle produisit des faux ou des emails falsifiés où Maël abandonnait le Lucas pour sa carrière. Maël, assis au banc des accusés avec Martin, sentit le sol se dérober. « C'est elle ? Ma propre mère, » siffla-t-il à son avocat. L'homme, un requin parisien nommé Duval, secoua la tête. Manipulation classique. Votre père tire les ficelles depuis son lit. La nouvelle explosa dans les médias, trahison familiale, la mère défie son fils pour sauver l'héritier. Lucas, apprenant la nouvelle à l'école, fugua. Il réapparut des heures plus tard, trempé et furieux, devant l'atelier. Elle m'a menti. Elle disait que tu étais un monstre, papa Maël. Il se jeta dans les bras de Martin, sanglotant comme un enfant. Maël, le cœur brisé, organisa une contre-attaque, il vola jusqu'à Lyon en hélicoptère privé, confrontant sa mère dans le salon familial, sous le portrait ancestral de leur lignée honnête. Comment as-tu pu? Pour lui? Elle s'effondra, mascara coulant entre nez noirs. Pour te sauver, idiot. Ton père. Il nous détruirait tous si on le défiait. Et Lucas, il mérite une vie normale, pas ce chaos gay. La révélation coula comme du poison, sa mère avait toujours su pour leur amour. Elle avait même protégé Martin, en secret, lui envoyant de l'argent pendant des années. J'étais faible, Maël. Mais je t'aime. Pardonne-moi. Il partit sans un mot, mais emportant une preuve, un journal intime caché, où elle confessait ses remords, ses luttes contre l'homophobie internalisée. Ce document devint leur arme secrète. De retour à Paris, Maël réunit le trio pour un conseil de guerre. On publie tout. Laisse la vérité éclater au grand jour. Martin protesta, et les représailles? Lucas, les yeux brillants, trancha, je suis prêt. Pour nous. La contre-attaque fut magistrale. Maël, maître des médias, orchestra une interview exclusive avec un journaliste progressiste du Monde, mon combat pour mon fils, contre l'horreur familiale. Les mots étaient crus,
émotionnel l'exil, la découverte, l'amour retrouvé. Martin y ajouta sa voix, sculpture en main, l'art guérit ce que la haine brise. Lucas, anonyme mais poignant, envoya un dessin, 3 silhouettes enlacées sous un drapeau arc-en-ciel. L'article fit le buzz mondial, #amour réel famille choisie explosant sur les réseaux. Les soutiens affluèrent, manifestations devant la villa lyonnaise, pétition pour réformer la gestation pour autrui. Mais le père de Maël riposta avec une férocité agonisante. Il fit fuiter des dossiers médicaux falsifiés sur Martin en rechute d'addiction imaginaire, et menaça de déshériter Lucas publiquement. La tension culmina lors d'une nuit orageuse, Maël reçut un appel anonyme, voix déformée, abandonne, ou ton fils paie. Panique. Il fouilla Paris avec Martin, traquant Lucas qui avait été enlevé par un oncle complice au non pour du mal, mais pour le protéger. Ils le retrouvèrent dans un appartement haussmannien du 8e, pleurant dans les bras de sa grand-tante. « Je veux rentrer avec vous », implora-t-il. La libération fut un triomphe modeste, intervention policière, grâce aux connexions de Maël. Mais l'incident brisa quelque chose en lui. De retour à l'atelier, il s'effondra aux pieds de Martin. « Je ne suis pas assez fort pour ça. » Martin le releva, l'embrassant avec une tendresse infinie. « Si, tu le es. Parce qu'on l'est ensemble. » Leur amour, ce soir-là, fut un baume, lent, profond, une fusion d'âme où Maël se perdit dans les yeux verts, murmurant des vœux de fidélité éternelle. Lucas, depuis le canapé, les observa avec un sourire timide sa famille, enfin. Pourtant, le vrai coup de grâce approchait. Une lettre du père, viens me voir seul. Dernière chance. Maël obéit, volant vers Lyon sous un ciel d'ardoise. Dans la chambre d'hôpital, son père, squelettique, le fixa d'un œil vitreux. Je t'ai haï parce que je me haïssais. J'ai aimé un homme, autrefois. Ton oncle. Il s'est suicidé pour ça. La confession, un poison tardif, expliqua tout, la rage homophobe, masquant une culpabilité viscérale. Sauve Lucas de moi. Et pardonne. Maël partit, déchiré, tenant un Nouveau Testament, tout à Lucas, avec une clause pour Martin et lui. Le retour à Paris fut une aube nouvelle. Mais la trahison finale guettait, la mère, repentante, avoua avoir saboté l'interview à un appel anonyme au journaliste. Pour le protéger de la honte. Maël, blessé, coupa les ponts. La guerre n'était pas finie, elle mutait en guérison. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de deuil discret, flocons dansant sur la tour Eiffel tandis que le procès s'embourbait dans des méandres bureaucratiques. Maël, Martin et Lucas s'étaient retranchés dans une maisonnette louée à Montmartre vue sur le Sacré-Cœur, atelier improvisé pour Martin, chambre pour Lucas garnie de posters de stars queer comme Timothée Chalamet. C'était un cocon fragile, nourri de routines tendres, petit déjeuner avec croissant frais, promenade vespérale où Lucas posait des questions sur New York, YAD Pride tous les jours, et nuit où Maël et Martin se blottissaient, chuchotant des rêves d'avenir. Mais les ombres familiales s'étiraient. La mère de Maël appelait inlassablement, messages vocaux larmoyants, « Laisse-moi voir mon petit-fils. Ton père. Il s'en va. » Le vieil homme agonisait, refusant les visites, son orgueil un rempart contre la rédemption. Maël, déchiré, céda un jour, il emmena Lucas à Lyon, seul. La villa semblait plus vide, portraits ancestraux toisant comme des juges muets. Le père, relié à des machines, murmura à Lucas, « Sois fort, mon garçon. Ne sois pas comme eux. » L'ado, courageux, répondit, « Je suis comme eux. » Et fier. Le mourant pleura aux larmes rares, salées de regret. Maël, témoin, sentit un pont se tendre, fragile. De retour, l'émotion déborda. Lucas dessina son grand-père comme un arbre fendu, racine tordue mais vivante. Martin exposa l'œuvre dans l'atelier, l'art pardonne. Maël, inspiré, lança un projet philanthropique, une fondation pour familles LGBTQ+ éclatée, financée par ses tech milliards. Pour que plus personne ne fuit comme moi. Les médias adorèrent, de l'exil à l'empire de l'amour. Mais la gloire attira les vautours. Un tabloïd déterra le passé de Martin, l'overdose ratée, les années sombres. Le milliardaire et son amant toxique, risque pour l'enfant? La calomnie frappa Lucas de plein fouet. À l'école, murmure, regard en coin, un bully l'agressa verbalement, « T'es le fils du PD Yankee ?» L'ado rentra meurtri, échymose à la lèvre. Maël, furieux, retira Lucas des cours, optant pour des tuteurs privés.
On protège notre famille. Martin, hanté, confia, c'est ma faute. Mon passé les nourrit. Maël le serra, passionné, ton passé nous a donné lui. Et nous. Leur étreinte vira à l'amour fiévreux, sur le lit au drap froissé, corps se heurtant dans une danse de réaffirmation aux sueurs, gémissements étouffés, promesses gravées dans la chair. Le procès reprit de plus belle. Audience publique cette fois, salle comble au tribunal de Paris. Duval, l'avocat, présenta les preuves, journal intime de la mère, testament révisé, témoignage d'activiste. La grand-mère, appelée à la barre, craqua sous le feu des questions. J'ai menti pour protéger. Pour cacher ma propre honte. Le juge, une femme aux yeux perçants, nota, la famille choisit prime sur le sang empoisonné. Victoire partielle, garde provisoire à Maël et Martin, avec supervision. Mais le père, dans un dernier sursaut, contesta depuis son lit d'hôpital ou appel d'urgence, alléguant incapacité parentale due à l'orientation sexuelle. La nuit avant l'audience décisive, la trahison culmina. Martin disparut. Un mot sur la table, je m'en vais pour vous sauver. Mon passé les hantera toujours. Aimez-vous. Maël, paniqué, fouilla Paris, marais, ateliers abandonnés, bar où il s'était embrassé jadis. Lucas, en larmes, appela, c'est ma faute? Rien. Au petit matin, un indice, un billet de train pour Marseille. Maël s'y rendit en jet privé, traquant l'homme aimé comme un fugitif. Il le trouva sur les quais du Vieux-Port, valise à la main, silhouette solitaire face à la mer Méditerranée. Tu pars? Après tout, hurla Maël, vent salé fouettant leur visage. Martin se tourna, yeux rougis. Je t'aime trop pour vous détruire. Le juge. Il utilisera mes démons contre nous. Maël l'empoigna, l'attirant dans une alcôve ombragée. Sans toi, on est déjà détruit. Tu es notre encre. Le baiser qui suivit fut salé de larmes et d'iode, passion dévorante sous le soleil provençal. Martin céda, revenant à Paris avec Maël un vol turbulent, mains entrelacées, où ils jurèrent fidélité absolue. Lucas les accueillit en héros, étreinte triple scellant leur unité. L'audience finale fut un climax. Le père, via vidéo depuis l'hôpital, lâcha sa bombe, je retire tout. Laissez-les. Mort subite, cette nuit-là au cœur brisé, littéralement. La grand-mère, veuve éplorée, signa les papiers de renonciation. Victoire totale. Mais le deuil s'invitait, funérailles à Lyon, où Maël prononça l'éloge au pas de haine, mais de pardon humain. Il a péché par peur. Nous, par amour. Lucas posa une rose sur le cercueil, murmurant adieu. Paris, libéré, fleuri. Maël et Martin se marièrent civilement dans l'atelier, cérémonie intime, Lucas comme témoin, drag queens pour l'ambiance, vin pétillant coulant à flot. La nuit de noces fut une symphonie, corps enlacés sur un lit de pétales, Martin susurrant mon mari comme une prière. Lucas, adolescent en fleurs, commença à explorer, premier crush, un garçon de son club d'art. Maël veillait, fier. Pourtant, une ombre persistait, la mère, isolée, quémandait le pardon. Maël, magnanime, l'invita à dîner. Rejoins-nous, ou reste dans ton vide. Elle choisit la vie, s'installant à Paris, thérapie en poche, apprenant à aimer sans condition. La famille recomposée grandissait, humanité triomphante sur la tragédie. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'une douceur inattendue, cerisier en fleurs le long de la Seine témoignant d'un renouveau fragile mais tenace. Maël, Martin et Lucas avaient élu domicile dans un appartement haussmannien du Marais au balcon fleuri, atelier au dernier étage où Martin sculptait des pièces inspirées de leur saga, torse uni, cœur rapiécé en marbre. L'empire de Maël, géré à distance, prospérait, il avait lancé une ligne d'IA pour thérapie queer, connectant les exilés comme lui à des soutiens globaux. De la douleur à la connexion, slogan qui sonnait comme un mantra personnel. Lucas, 17 ans maintenant, fleurissait, note brillante, premier baiser volé lors d'une Pride survoltée, où le trio défile la main dans la main, arc-en-ciel peint sur leurs joues. C'est ça, la vie, demanda-t-il un soir, étoilé par le champagne. Maël rit, ébouriffant ses cheveux. C'est le début. Martin, plus sage, ajouta, et la fin, si on chérit chaque jour. Leur amour, rodé par les épreuves, était une danse mature, matin paresseux où Maël préparait le café pendant que Martin esquissait des nus matinaux, soirée cinéma avec Lucas sur le canapé, éclats de rire fusant comme des bulles. Mais le passé,
ce traître insidieux, revint hanter sous forme de legs empoisonnés. Le testament du père, exécuté, révéla non seulement la fortune ou usine pharma, vignoble bourguignon, mais une clause cachée, un fonds pour rééducation de Lucas, contrôlé par la mère. Elle, repentante mais faible, avait accepté. Lors d'un dîner familial tendu, elle confia, c'était son vœu posthume. Pour le sauver au point. Maël explosa, sauvé de quoi? De l'amour? Lucas, blessé, s'enfuit dans sa chambre, porte claquant. La crise raviva les fissures. Martin, hanté par son propre exil, douta, peut-être qu'on devrait partir. Aux US, loin de ces fantômes. Maël refusa, ancré, non. On affronte ici, où tout a commencé. Ils se disputèrent pour la première fois aux mots aigres sur la jalousie latente, sur les années perdues. Tu m'as abandonné une fois, lança Maël. Martin riposta, et toi, tu as fui. La réconciliation vint dans l'urgence, étreinte rageuse sur le balcon, sous la lune parisienne, où la colère se mua en désir vorace. Pardonne-moi, murmura Martin, lèvres sur la jugulaire de Maël. Toujours, répondit-il, corps se fondant en une urgence cathartique. Pour Lucas, la guérison passa par l'art. Martin l'initia à la sculpture, argile modelée en masque de douleur, puis de joie. L'ado exposa anonymement lors d'une galerie du Marais héritage brisé, amour reconstruit. La presse acclama, et la grand-mère, touchée, céda le fonds, utilisez-le pour aider d'autres enfants comme lui. Rédemption finale, humaniste, elle rejoignit la fondation de Maël, militant pour les droits parentaux queer. L'été apporta le climax émotionnel, un voyage en Provence, là où Martin s'était erré jadis. Ils louèrent une masse provençale, champ de lavande ondulant comme une mer violette. Là, sous les étoiles, Maël demanda Martin en mariage pour de vraies bagues en or blanc, gravées de leurs initiales entrelacées. Oui, souffla Martin, larmes aux yeux. Lucas, complice, organisa une cérémonie rustique, velue à voix haute, danse folle au son d'un accordéon villageois. La nuit de noces fut un poème, Maël et Martin, nus sur un lit de lin, explorant avec une tendresse infinie, chaque caresse un chapitre clos de leur odyssée. De retour à Paris, la vie s'apaisa en rythme harmonieux. Maël médita sur son parcours, de l'exil forcé à l'empire forgé dans la résilience, d'un amour brisé à une famille indéfectible. Il écrivit un mémoire, Exclu pour aimer, best-seller qui inspira des milliers. Martin exposa à New York, Lucas y passant l'été au stage chez XAI, Ironitech pour le fils d'un artiste. La grand-mère, transformée, tricotait des écharpes arc-en-ciel pour des refuges LGBTQ+. Un soir d'automne, sur le pont des Arts, cadenas à la main un symbole kitsch mais poignant, ils gravèrent leurs noms, Maël plus Martin plus Lucas. La scène scintillait, témoin muet. À nous, pour toujours, dit Maël. Martin l'embrassa, passion intemporelle. Lucas rit, et au prochain scandale? Humanité triomphante, pas de fin heureuse parfaite, mais une Biki THCT, où l'amour, forgé dans le feu de la trahison, brillait d'une lumière durable. Paris, ville des amours impossibles, les avait rendus invincibles. Et ainsi, le milliardaire exilé, le sculpteur brisé, et leur fils rebelle marchèrent vers l'horizon, main dans la main, défiant les tempêtes à venir avec une force née de la vérité choquante, l'amour, vrai, n'exclut personne.